Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, trionferà. Bandera rossa, la trionferà, bandera rossa, la trionferà, bandera rossa, la trionferà, e viva il comunismo e la libertà. Avanti popolo, lo rivoltelle, voglion la pelle, avanti popolo, lo rivoltelle, voglion la pelle, quello signor, voglion la pelle. L'idéal de ma jeunesse, il est toujours valable. Il n'y a absolument rien à renier, il n'y a rien à jeter, parce que les intentions restent les mêmes. On vit avec notre temps, on ne s'est pas enfermé dans des certitudes, non, on a les yeux ouverts sur ce qui se passe maintenant. Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, trionferà, poil au doigt. Mes parents venaient de Palestine et ils avaient été expulsés par les Anglais qui à l'époque dirigeaient la Palestine. Ils avaient été expulsés parce qu'ils étaient communistes. Et communistes, pas communistes comme on peut le concevoir actuellement, mais communistes, un parti qui était clandestin. Mon père a fait de la prison et ma mère, avant d'arriver en Palestine, elle était militante communiste en Pologne, où là aussi le parti communiste était interdit, était clandestin. Et elle aussi a fait de la prison en Pologne, à Varsovie. Donc mes parents sont arrivés en France avec déjà un passé révolutionnaire. Hein. Et ils sont arrivés en France en 1936, en pleine période du Front populaire. Donc pour eux, c'était extraordinaire de voir sous leurs yeux se réaliser leurs rêves en fait. Mes parents étaient communistes. J'avais beaucoup de chance de finir communiste. Mais en plus, les événements ont facilité les choses. C'est-à-dire que ça a commencé par la déclaration de la guerre, avec une enfance brisée. Hein. J'avais 7 ans. Ça a été la chasse aux Juifs, l'illégalité, et on s'est retrouvés dans la résistance par force, mais par conviction aussi. Donc, bon, il y a eu la guerre, avec mon père prisonnier, ma mère déportée. L'admiration pour Staline, c'était quelque chose de très très fort. C'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz. C'était des gens qui avaient sauvé ma mère à Auschwitz, sauvé ma grand-mère. Elle en avait gardé une reconnaissance. Hein, et moi, quand j'étais gamine, qu'elle me racontait ces histoires et qui n'étaient pas drôles du tout, je lui faisais toujours raconter la libération. Pour moi, c'était, je le dis souvent, c'était le happy end de ce calvaire. Hein. Toute mon enfance, en fait, j'ai été baigné dans l'environnement de résistance, l'environnement de haine du fascisme. Et donc, c'était presque normal à la libération. J'avais
13 ans. Et je me suis retrouvé avec un brassard FTP et un revolver dans la ceinture. Après la guerre, on se retrouve, papa, maman et moi, et il faut reconstruire, recréer des liens. Et moi, j'ai demandé qu'est-ce que c'est être communiste. Et je me souviens toujours de la réponse de mon père. Les communistes, ils aiment bien les petits-enfants. Eh bien, c'était suffisant. Pour moi, c'était bien, voilà. J'ai décidé, en 1948, d'adhérer au Parti communiste. Et là, je me suis engagé à fond. Et à l'époque, il était développé dans le parti que c'est la classe ouvrière qui est détentrice des forces vives pour changer le monde. Et donc, moi, fils d'artisan, je n'étais pas bien placé pour faire la révolution. Donc, il faut que je m'intègre dans la classe ouvrière. Et je commençais à travailler dans le bâtiment comme coffreur-boiseur. C'est le seul diplôme que j'ai. Coffreur-boiseur. Je me souviens très bien que quand j'ai connu Léon, il m'a expliqué sa vie de jeune militant dans une organisation de jeunesse. Et moi, j'étais absolument émerveillée et subjuguée par ce qu'il faisait. C'était la guitare qui t'a... Non, il me montrait les tracts qu'il tirait. Et c'était vraiment... J'avais l'impression que c'était ça, l'idéal de vie. Et on s'est reconnus de suite. Hein. Paf, le coup de foudre. Elle avait deux belles nattes qui traînaient, là, qui partaient de là jusqu'au radis. Oh. Et je me souviens très bien, lorsque nous devions nous marier, bon, moi je sortais du lycée, Léon n'avait pas de situation et la maman de Léon était assez inquiète sur notre avenir et elle me disait mais qu'est-ce que vous allez faire? Et moi je lui ai répondu mais on va militer. Voilà. C'était l'idéal de vie que nous avions. Il y avait à Bergerac une coopérative qui existait, dont le directeur prenait la retraite et ils avaient besoin d'un directeur pour diriger ce truc-là. Et on m'a demandé si je voulais le faire. J'ai dit pourquoi pas, je peux essayer. Et j'ai donc terminé ma vie professionnelle comme responsable d'une coopérative. Mais surtout, on a fait la démonstration que dans un système qui peut exister, une boîte où il n'y a pas de patron, où il n'y a pas de propriété privée et qui fonctionne quand même. Et nous étions sur Bergerac la démonstration d'une force économique reconnue pour le sérieux, qui fonctionnait bien, malgré qu'il n'y ait pas de bénéfices capitalistes à la fin. Quand j'ai commencé à pénétrer dans le monde de l'école, dans la région ici, je ne sais pas si c'était partout pareil, j'ai trouvé que les enseignants avaient un très grand mépris pour les enfants. Ça m'avait profondément choquée. J'étais responsable de ce qu'on appelait à l'époque une section d'éducation spécialisée en collège. Et alors, mon travail consistait à leur trouver des débouchés à ces gamins. Et on les plaçait en tant qu'apprentis. Et mon mari, qui s'occupait de la COP, m'en a pris pas mal de jeunes. Et qu'on a réussi vraiment à sortir de là. C'était aussi quelque chose qui correspondait à mon éthique, en quelque sorte. Aider, intervenir en faveur d'enfants
vraiment en difficulté. J'ai essayé de respecter les enfants, de les prendre non pas comme des êtres inférieurs, mais bon, des êtres humains en puissance, quoi. Petit à petit, j'ai ralenti mon activité militante, publique, parce que bon, dans la réalité, je tirais les tracts, je collais des affiches, je travaillais beaucoup, mais pas en tant que personnage public. Et c'est le moment où, dans le foyer, c'est Irène qui a été choisie par les camarades, parce que bon, il fallait faire la place aux femmes, parce c'était une femme extraordinaire. J'étais effrayée à l'idée d'être conseillère municipale. Je m'imaginais que c'était extraordinaire, un monde incroyable. Bon, puis Léon a insisté, les copains aussi, et bon, et voilà. Et je me suis retrouvée conseillère municipale en 71. J'avais 34 ans. Et puis je suis restée conseillère municipale pendant 30 ans. C'est vrai que c'est une femme extraordinaire. Elle a fait un grand travail au niveau municipal et avec beaucoup de capacité. 3 ou 4 mandats, je ne sais plus, dans la majorité, et un mandat dans l'opposition. Ce qui fait qu'en 2001, j'ai été réélue. J'étais 3e sur la liste de la gauche. Et l'idée de refaire un mandat dans l'opposition, ça ne me plaisait pas du tout. Et puis, bon, à l'âge que j'avais, ça ne servait strictement à rien. Il valait mieux faire monter des jeunes, qu'ils apprennent. Et donc, moi, j'ai démissionné. Voilà. La désinformation, elle est venue dès l'apparition du Parti communiste. Dès que le Parti communiste est né, on a commencé à présenter les communistes, les hommes avec le couteau entre les dents. Toutes les contre-vérités, toutes les images qu'on a pu montrer des communistes ont été utilisées. On disait aux paysans, les communistes vont bouffer vos fermes, votre propriété. Les communistes, c'est les partageux. Et ça a continué après. Mais à ça, c'est surajouté des réalités. Les réalités, et nul ne peut nier aujourd'hui que les expériences qui se sont faites au nom du communisme ont été des échecs lamentables. Des crimes, des injustices, manque de liberté, au nom du communisme qui, à mon avis, n'avait rien de communiste. Et je dois dire que quand on voit maintenant des reportages, on sait un tas de choses, on entend des interviews, ben on ne se sent pas très bien. Hein. Je dois dire que c'est vrai.
Mais comment expliquer aux gens qu'être communiste aujourd'hui, c'est pas avoir un lien direct avec ce qui s'est fait. Bien sûr. Il y a eu des souffrances, il y a eu des morts, il y a eu des choses quand même épouvantables qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas oublier. Ouais, qu'on ne peut pas ne pas condamner aujourd'hui, en sachant ce que c'est. Mais à l'époque, tu ne savais pas. Tu ne pouvais pas. On ne savait pas et Non, peut-être qu'on ne voulait pas savoir. Peut-être. C'est la lutte finale qui commence. C'est la revanche de tous les mœurs de faim au boudin. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, voilà la jeune garde. En France, le Parti communiste, la lutte armée et le grand jour, la révolution par les armes, c'est fini. Ça, il y a un trait dessus. Nous n'envisageons pas l'évolution de la société autrement que par voie démocratique, mais grâce à un mouvement de masse suffisamment puissant qui accepte ce genre de choses et est prêt à se le construire. C'est avec eux qu'on va le construire. Les communistes sont vaccinés, alors vaccinés comme il faut, sur cette façon d'aborder le changement de la société par la dictature quelconque ou par la prédominance ou le monopole d'une certaine pensée, fût-elle communiste. Notre idéal, c'est de voir que les gens puissent vivre de façon correcte et qu'ils se désaliènent de ces idées qui sont en train de pourrir l'existence des gens. L'argent, arriver le premier, marcher sur la tête des gens, la compétition, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'amour, et ça c'est vraiment insupportable. Je suis sûr qu'on améliorera de façon positive et presque irréversible la situation des gens si on peut se débarrasser de ce système, le système capitaliste qui est la clé de voûte et l'origine et le péché original qui fait que c'est pas Adam et Ève là, c'est pas la pomme qu'on a croquée, là c'est le capitalisme. Dans les conditions actuelles, tant que ces gens-là ont les rênes, on peut prendre toutes les mesures qu'on voudra. Toutes les réformes qu'ils veulent proposer, que Sarkozy nous propose, elles sont faites dans le cadre d'un système qui génère de l'injustice. Donc c'est voué à l'échec. Bien sûr, il faut se battre, mais la véritable bataille est celle qui a un sens, celle qui peut vraiment guider une détermination, un engagement dans la vie, je crois que c'est ça. Hein. Bon, j'ai peut-être tort, hein, mais c'est ma conviction profonde. Partenaires sociaux, c'est achevé il y a moins d'une heure. On écoute le président de la République. Il a pas votre mille, hein. Mes chers compatriotes, nous sommes au milieu de la crise. Les chiffres, nous les connaissons tous. Ils sont inquiétants pour les mois à venir. Ils sont pires ailleurs. Ce n'est pas une consolation. Mais la France résiste plutôt mieux que beaucoup d'autres. Les réformes doivent continuer pour permettre à notre pays de sortir le plus vite et le mieux possible de la crise. Parce que ces réformes conditionnent en grande partie Parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils se battent. et l'avenir de l'emploi de vos enfants. Il a vraiment une seule 3 millions de tranche. familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire parce qu'elles ont des enfants âgés de plus de 6 ans recevront dès le mois de juin Une prime de 150 € pour faire face à la vie chère. 660 000 ménages bénéficiaires de l'allocation d'autonomie à domicile
470 000 familles ayant de jeunes J'ai la enfants. liste à la Prévert, 140 tu 000 sais. familles ayant un enfant handicapé. Ainsi que les chômeurs qui retrouvent un travail et qui ont besoin, parce qu'ils ont retrouvé un travail, de faire garder leurs enfants, recevront chacun des bons d'achat de services à la personne Oui, bien sûr, pour un des montant bons de d'achat. 200 €, ce qui donnera du travail. Moraliser le capitalisme. C'est quand même un enfoiré. Mes chers compatriotes, C'est quand même vous l'avez compris, au milieu des difficultés que nous traversons, je vous propose le seul chemin qui vaille. Celui de l'effort, celui de la justice, celui du refus de la facilité. Parole, parole, parole. C'est le roi de la chansonnette. Ça, c'est pas pour rien qu'il s'est marié avec. Il a pris des cours. Non, mais c'est Ouais. triste parce Ouais. que il s'agit quand même de la vie des gens. C'est Ah ouais. c'est fou, ça. Non, c'est l'aménagement du capitalisme. Tu te rends compte un peu? Ouais. Il fait de l'entrisme, il va devenir marxiste. Le socialisme pour demain, on verra. Une richesse, c'est pas obligatoirement de l'argent. Et une richesse, c'est une société qui est solidaire. C'est des gens qui ne sont pas des ennemis pour les autres, mais qui ont quelque chose en commun avec les autres. Est-ce que la société, aujourd'hui, est en capacité de créer ce type d'organisation sociale? Pas tout de suite. Parce que les hommes, bon, ne sont pas prêts. Idéologiquement, ne sont pas prêts. Ils ont été formés dans l'esprit de compétition et ils ne peuvent pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir une société où il n'y a pas de patron. Qu'il n'y ait pas d'argent. Parce que avec quoi tu vas acheter une voiture si tu n'as pas d'argent? Et pourquoi tu n'en aurais pas 2? Pourquoi tu n'en aurais pas 20? Et pourquoi celui-ci, il n'aurait pas droit à aller faire un voyage en bateau pour faire le tour du monde? Et il y a ceux qui auront envie de travailler, les autres qui seront feignants. Bon, c'est des idées qui circulent, qui s'entrechoquent. C'est vrai, mais dans une société. Moi, vraiment, à part l'hypothèse communiste, je ne vois rien d'autre qui peut apporter une réponse à la crise, au questionnement. Une chanson révolutionnaire, alors celle-là qui a fait le tour du monde, est fabuleuse. Les myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sur son corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.